Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala maulana rasulillah. Dans la continuité des cours tenus à distance par notre ministère de l'enseignement supérieur, nous continuerons notre première partie qui était relative aux infractions contre les biens en deux grands titres, à savoir les appropriations frauduleuses et les autres atteintes aux biens qu'on a appelé la catégorie résiduelle. En ce qui concerne le premier titre, à savoir les atteintes par appropriation frauduleuse, on avait vu que l'ensemble de ces appropriations peuvent être réalisées soit par appréhension, soit par tromperie, soit par détournement. Par appréhension, on avait vu le vol et les infractions voisines, par tromperie, l'escroquerie, et par détournement de fonds, on a vu l'abus de confiance. En ce qui concerne le second titre, concernant les autres atteintes aux biens, et en particulier les catégories résiduelles, on a pris plusieurs infractions relèvent de cette catégorie, à savoir le recel, le blanchiment, la rencontre, la non-justification des ressources, ainsi que tout ce qui est distribution et atteinte au système de traitement automatisé des données. La doctrine a mis en place deux variables pour contenir deux sous-catégories, à savoir les atteintes indirectes, à titre d'exemple le recel, le blanchiment, la rencontre et la non-justification des ressources. La deuxième sous-catégorie est relative aux atteintes directes, à savoir tout ce qui est destruction des biens, ainsi que les atteintes au système de traitement automatisé des données. J'attire votre attention à ce que le droit pénal spécial prend chaque incrimination du catalogue législatif de façon particulière, individuelle, pour préciser et distinguer l'ensemble des éléments constitutifs de cette infraction, ça veut dire la structure de toute infraction, sous la lumière, bien évidemment, des grands principes que lui offre le droit pénal général. Donc, les trois étapes qu'on va aborder lors de chaque étude de chaque infraction, premièrement, la nature, ça veut dire on va déterminer la définition et la base légale de chaque infraction. Deuxièmement, les éléments constitutifs, ça veut dire la structure juridique de l'infraction, à savoir l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction. Troisièmement, bien évidemment, on va déterminer, en ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, on va essayer d'analyser et d'enlever toute ambiguïté concernant le recel. Selon le jurisconsulte André Vitius et Roger Merle, le recel consiste à recevoir et à détenir une ou plusieurs choses qu'on sait provenir d'un crime ou d'un délit. Ceci dit que le législateur marocain a défini le recel à travers son article 571 du Code pénal marocain, sur le fait que quiconque sciemment recèle en tout ou en partie des choses soustraites, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit. Ceci dit, plus fréquemment, le receleur a tiré bénéfice de sa participation à l'acte du coupable dans un but bien évidemment lucratif, aussi bien que le recel il suppose donc une condition préalable constituée d'une infraction autonome et précédente, ayant procuré bien évidemment les choses recelées, et comporte un élément matériel qui est un élément intentionnel, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Après avoir déterminé la définition juridique du recel, on va passer à la deuxième étape qui est l'étape de la détermination des éléments constitutifs de l'infraction. Autrement dit, lors de cette étape, on va essayer de déterminer la structure du recel à travers sa manifestation matérielle et intentionnelle. En effet, l'infraction du recel semble composée de trois éléments à travers la lecture de l'article 571 du Code pénal marocain. Premièrement, le recel porte sur un objet bien précis qui est la chose sur laquelle porte l'infraction. Deuxièmement, c'est l'acte par lequel se matérialise le recel, c'est la détention.
Et troisièmement, l'intention, c'est cet esprit psychique qui anime le coupable. Donc, on va s'arrêter tout d'abord sur le premier élément constituant la structure du recel, à savoir la chose recelée. Et on va essayer de chercher l'infraction d'origine de cette chose recelée. Tout d'abord, il est impératif que la chose provienne d'un crime ou d'un délit sans aucune limitation, quel que soit le crime et quel que soit le délit. Peu importe le crime ou le délit d'origine, dès lors qu'une chose est issue ou qu'il y ait un lien entre la chose et le délit ou le crime. La généralité du texte de référence, qui est l'article 571 du Code pénal marocain, ne fait pas de distinction entre les différents crimes ou délits qui sont à l'origine de la chose recelée. C'est-à-dire qu'il peut être enlevé, il peut être détourné ou détenu ou par tromperie. Exclut bien évidemment les contraventions des infractions d'origine. Voyons voir maintenant la nature de la chose recelée. Donc, l'article 571 du Code pénal marocain, il incrimine le recel qui porte sur la chose et qui provient d'un crime ou d'un délit ou sur le produit d'une telle ou telle infraction, appartenant au groupe des infractions contre le patrimoine. Le recel des choses doit nécessairement porter sur des choses mobilières, à savoir de l'argent, des bijoux, des documents de toutes sortes, des animaux ou des outillages, et j'en passe. Ce premier point-là, il est relatif à la chose. Et pour bien comprendre la chose, pour revenir sur ce passage, la chose recelée, il est abordé par deux points. Premièrement, l'infraction d'origine qui fait que cette chose est un objet de recel. Deuxièmement, la nature de la chose selon l'article et les dispositions du Code pénal, en particulier l'article 571 du Code pénal, et détermine la chose en tant que toute chose mobilière, à savoir tout ce qui est argent, bijoux, matériel et outillage. En ce qui concerne le deuxième élément qui matérialise l'infraction au recel, c'est la détention. En premier lieu, le recel est incriminé par le fait de dissimuler, détenir, transmettre une chose, ou bien de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre. La dissimulation, il signifie que la détention est dans l'intention de faire possession, que ce soit définitive ou temporaire. Ceci tant que la dissimulation ne nuira pas aux poursuites, car le critère utilisé par le législateur pour fonder la répression du recel est celui d'une réception de la chose suivie de sa détention par le receleur. Le troisième élément composant le recel reste à savoir l'élément matériel, c'est-à-dire l'intention coupable de la personne receleur. Comme on avait vu que le recel est un délit intentionnel, ainsi le recel est un délit intentionnel, c'est-à-dire qu'il est impératif que l'auteur ait eu connaissance de la provenance criminelle du bien, peu importe la nature exacte de l'infraction d'origine, et évidemment, comme on avait vu lorsqu'on a examiné l'origine de la chose. Le problème qui se pose pour la justice, c'est comment prouver cette intention coupable du receleur. Bon, prouver cette intention est soumise aux règles générales de la preuve, à savoir l'aveu, le témoignage des personnes qui ont assisté avant ou au cours de cette infraction. Cela peut être par la faiblesse du prix par rapport à la valeur du bien,
une certaine clandestinité lors de l'achat de cette chose qui fait objet du recel, l'absence d'une facture, la normalité du profit dans l'abus des biens sociaux, le problème qui croise la justice en matière jurisprudentielle et qu'il est relativement difficile de caractériser avec une espèce de certitude cette connaissance de l'origine de la chose. C'est ainsi que le juge pénal a développé un peu une jurisprudence sévère et surtout en droit français. Dès lors, la jurisprudence a permis d'établir l'élément intentionnel à partir des circonstances dans lesquelles l'auteur a reçu la chose. De ce fait, le juge pénal considère qu'il y a des circonstances dans lesquelles il est permis de déduire avec une certitude que l'auteur ne pouvait pas ignorer la provenance frauduleuse du bien sur lequel porte le procès. Troisième étape de notre analyse du recel en tant qu'infraction de conséquence, c'est le fait de déterminer son régime répressif, à savoir quelles sanctions le législateur a réservées à ce type d'infraction, quelles sont ces circonstances aggravantes, est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes, et surtout en matière de tentative, est-ce qu'il est punissable ou non. Donc, pour le régime répressif de l'infraction au recel, on se réfère à l'article 571 et 573 du Code pénal marocain, qui dispose que le recel est puni de l'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 200 à 2000 dirhams, et que le coupable encourt aussi également d'interdiction d'un ou plusieurs de ces droits qui sont mentionnés à l'article 40 du Code pénal marocain, et ce dernier-là, il le renvoie lui-même à l'article 26 du Code pénal marocain. En ce qui concerne le recel aggravé, le recel est puni d'une peine criminelle si jamais il constitue un acte de complicité de crime prévu par l'article 129 du Code pénal marocain. Et on envisage deux cas. Dans le cas où la peine applicable aux acteurs de l'infraction, à l'aide de laquelle les choses ont été soustraites, détournées ou obtenues, c'est une peine criminelle qui attend les receleurs en cours. C'est une zoula. Ça tourne. Les receleurs encourent la même peine s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance, bien évidemment, des circonstances auxquelles la loi attache cette peine criminelle. Toutefois, la peine de mort est remplacée à l'égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle. Aussi, en matière de prescription, le recel pose un débat juridique. Car la prescription commence-t-elle à courir à compter du jour de la transmission ou de l'utilisation de la chose? C'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. Donc, quant à la prescription du recel, il y a une prescription tout d'abord autonome de l'infraction principale et d'origine, qui est une des causes de la création de l'infraction suivante, qui est le recel. Cette prescription est autonome dans l'infraction principale et c'est une prescription liée à une infraction continue. C'est-à-dire qu'il ne commence à courir dès que l'auteur finit de détenir le bien ou d'en profiter en cas de recel profit. En l'espèce, la détention est une action qui perdure dans le temps
il en découle ainsi que la prescription, on ne va pas courir tant que le receleur aura la chose entre ses mains. Donc, pour récapituler cette séance concernant le recel, on a bien dit que la base légale du recel, c'est l'article 571. La lecture de cet article nous renvoie sur la structure du recel par rapport à son élément matériel et à son élément intentionnel, repose sur trois choses, à savoir la chose qui fait l'objet du recel, l'acte en lui-même du recel qui est basé, qui se matérialise par la détention de la chose, et l'intention coupable qui anime le receleur. On s'est arrêté sur la notion de la chose recelée, à savoir d'où elle provient, c'est-à-dire l'infraction d'origine, et là le législateur ne fait pas la part des choses entre l'infraction d'origine du recel, à savoir que ce soit un délit, que ce soit un crime, peu importe. Deuxièmement, la nature de la chose recelée, on a bien dit qu'on était bien d'accord sur le fait qu'il doit être une chose mobilière. Deuxièmement, c'est comment ça se matérialise le recel. Il se matérialise, on avait dit, par la détention, par la dissimulation, par la transmission de la chose dans un profit, donc bénéficier donc d'utiliser cette chose. Troisièmement, on a parlé aussi de l'élément moral qui pose une épique en matière jurisprudentielle. Et on avait dit que l'intention coupable qui anime le législateur est soumise aux règles générales de la preuve, à savoir l'aveu, le témoignage des personnes qui étaient présentes, qui ont assisté avant ou et au cours de l'infraction, peut être aussi prouvé par le fait de la faiblesse du prix par rapport au prix original de la chose. Il peut être prouvé aussi par le fait d'une certaine clandestinité lors de l'achat de la chose, aussi par une absence de facture et aussi par une anormalité du profit dans l'abus de biens sociaux. Après, on est passé au régime répressif de la chose. Après, on est passé au régime répressif, on s'est référé à l'article 571 du Code pénal marocain et qui réserve une sanction qui porte sur un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 200 à 500 à 2000 dirhams, ainsi que le coupable peut encourir aussi des interdictions d'un ou de plusieurs droits qui sont mentionné par l'article 40 du Code pénal marocain. Aussi, on a parlé de la prescription, et la prescription du recel, est-ce qu'il est lié aussi à l'infraction d'origine, qui est autonome et qui fait, comme le recel fait l'objet d'une seconde infraction. Donc, cette prescription est autonome de l'infraction principale, et c'est une prescription liée à une infraction continue. C'est ainsi que notre séance d'aujourd'hui s'achève. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine.